RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous, à la fois sur RMC le dimanche matin, vous le savez, entre 6h et 7h, à la radio bien sûr, mais aussi sur YouTube, la chaîne YouTube de 01 TV et aussi sur 01nettv.com et puis dorénavant aussi De quoi je mail que vous pouvez retrouver le vendredi soir et en multidiffusion sur 01 TV, votre nouvelle chaîne dédiée à l'actu du numérique sur les box SFR, Orange et bientôt chez Free et Bouygues. Alors au menu de ce De quoi je me mail, eh bien ce sera le club de la presse IT avec bien nos invités que vous connaissez, Jean-Sébastien Zanqui et Emmanuel Paquette. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez réagir au contenu de quoi je me mail sur la page Facebook de quoi je me mail et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence ce De quoi je me mail par le club de la presse IT. On reprend nos bonnes vieilles habitudes. Voilà, maintenant que nous sommes de retour de Las Vegas, de retour dans notre studio parisien avec Jean-Sébastien Zanqui qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Journaliste à 01net.com. On va jeter un œil sur l'actualité high-tech de cette semaine. Et puis je suis très heureux d'accueillir aussi Emmanuel Paquette. Bonjour François. Bonjour Emmanuel. Emmanuel qui est journaliste à l'Express. L'Express qui vit un moment important dans son existence puisque depuis quelques heures est disponible le nouveau Express, le nouvel Express. Voilà, donc tout a été repensé, tout a été refait. Peut-être un mot avant quand même de rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui change dans le nouvel Express, Emmanuel ? Eh ben, écoute, c'est un peu comme une start-up, on a pivoté. Ça c'est bien. C'est pas mal, hein ? Ouais. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir aujourd'hui un magazine beaucoup plus dense, donc plus d'articles, un peu moins d'illustrations, donc ça peut paraître un petit peu austère, mais là pour le coup il y a beaucoup plus d'entrées, on espère beaucoup plus d'originalité. L'idée c'est d'avoir des angles aussi tenus, puisque la couverture ne fait que 5 pages, donc l'idée c'est on peut pas du coup traiter tous les éléments d'un dossier comme celui de Netflix par exemple, donc on fait des choix qui sont assumés. Et du coup, à côté de ça, on a aussi des éléments supplémentaires, notamment pour les abonnés. On a l'Express augmenté, c'est-à-dire il y a des pages qui sont créées spécialement pour les abonnés qui ne sont pas dans la version print, mais qui sont pour eux, pour ceux qui sont abonnés online. Et puis derrière, on va avoir des podcasts, que chaque article aujourd'hui peut être lu par des acteurs, ce qui fait que si vous êtes dans le métro, vous pouvez écouter ou dans la voiture, ou dans la voiture, exactement. Alors ça, on l'a un peu, c'est inspiré directement de The Economist, c'est revendiqué en tant que tel, mais c'est quand même un grand changement par rapport à la version précédente de l'Express. Et puis il va y avoir aussi un podcast dit natif, donc là ça va être des classes en gros, où des grandes personnalités vont apporter un point de vue, un regard sur des choses, sur des éléments, sur comment ils gèrent des éléments par exemple de crise, ou que ce soit dans une entreprise ou même dans la vie. Donc tout ça, ça sera des choses qui vont arriver dans les prochains jours. Donc c'est effectivement un tout nouvel Express. On espère que ça plaira à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu cette couve, déjà, moi personnellement, elle m'a beaucoup plu. On a plutôt de bons retours. On voit bien l'inspiration, pour certains c'est Vertigo, pour d'autres qui sont plutôt séries, c'est plutôt Mad Men, je ne sais pas si... Voilà, donc à vous de vous faire un peu votre opinion. Et puis on a donc un papier sociologique sur un peu l'importance de Netflix, et comment ça a modifié la manière de consommer la vidéo. Un éclairage un peu politique, parce qu'on voit aujourd'hui que le gouvernement veut faire payer Netflix pour qu'ils investissent massivement dans la création française. Et puis après, on a rencontré le PDG directement à Los Angeles. Tu as rencontré Reed Hastings, exactement, au mois le de patron de décembre. Netflix. Ouais. Pendant 1 heure dans les locaux de Los Angeles, parce que c'est vrai que c'est une société un peu atypique dans le sens où elle marche un peu sur 2 pieds. Elle a un pied dans la Silicon Valley qui est le siège social. C'est la partie tech, on va dire. La partie tech, exactement, voilà. Donc à Los Gatos. Et puis l'autre, c'est à Los Angeles, là où il y a les studios. Et les paillettes et les strass. Voilà, exactement. Et c'est assez rare d'avoir une société ancienne économie, nouvelle économie à la fois. Donc c'est un peu atypique dans le paysage des grandes sociétés, des GAFA et compagnie. Alors avec évidemment Jean-Sébastien Zanqui, on s'est empressé de lire tout ça, parce que Netflix nous passionne, bien évidemment. On va parler de Disney+, d'ailleurs, dans 1 minute, puisqu'il y a des chiffres assez impressionnants de la part de Disney+. Mais que dire, Reed Hastings ? Bon, déjà, on apprend un chiffre assez impressionnant. Quasi 7 millions d'abonnés à Netflix en France. Oui, 6,7 millions, effectivement. Donc ça fait 10% de la population française en fait. Voilà, et en foyer, et alors d'abonnés, voilà. Il y a les, après il y a les multi-comptes, les partages de comptes. Voilà, ça, ils donnent pas vraiment le chiffre. Oui, j'imagine. Mais effectivement, avec les multi-comptes, alors il y a des chiffres qui circulent, 12 millions, 13 millions, donc c'est difficile de savoir. Donc l'impact est encore plus important. Bien sûr. Ouais. Difficile pour Canal+, évidemment, maintenant d'être un vrai concurrent de Netflix. C'est-à-dire que c'est plutôt un allié. Un distributeur. Voilà, c'est pour ça que maintenant Canal+ distribue en fait Netflix. Et Disney bientôt.
hein, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Disney Plus bientôt aussi. Comment il est, Reed Hastings, en interview? Détendu, bien plus que moi quand je l'ai rencontré pour le coup. Donc non, extrêmement C'était le détendu. jet lag. C'est ça, voilà, exactement, rien à voir avec la tension ou quoi que ce soit. Et non, c'est quelqu'un de très accessible. Il répond aux questions. Alors quand il veut pas, il faut des fois répéter un peu, mais c'est quand même des gens qui sont aguerris à ce genre d'exercice aussi. sûr. Donc ils arrivent, quand il faut pas répondre, ils arrivent à biaiser. Mais donc non, vraiment accessible. 1 heure d'interview. J'ai pu aller déjeuner après tout en haut de la tour dans laquelle ils sont installés. C'est vraiment impressionnant hein, parce que c'est sur Sunset Boulevard. C'est là où il y a tous les studios. Bien sûr. On voit vraiment Hollywood, la colline Hollywood que tout le monde connaît, qui est juste en face. Donc on se dit, on est vraiment dans une major du cinéma et surtout à l'accueil, dès qu'on arrive, il y a toutes les petites statuettes, les Oscars qui ont été gagnés, la Mostra de Venise qui a été gagnée par Roma aussi, par exemple. Donc il y a toutes ces statuettes. Alors il en manque certaines. Hein, la Palme d'Or, par exemple, de Cannes n'y est pas. Voilà, donc ça c'est un des sujets qu'on a pu aborder dans l'interview. Mais on voit qu'on est plus dans une major que dans une société de la Silicon Valley. Très bien, donc ce dossier Netflix à retrouver dans l'Express, hein, bien sûr, et beaucoup d'autres sujets liés à l'actualité. Maintenant, l'Express, qui vous l'avez compris, devient un vrai média global avec de l'écrit, du web, mais aussi de l'audio avec les podcasts. Hein. Et une version augmentée. Et une version augmentée. Mais au niveau tarif aussi, c'est augmenté ou pas? Non, même tarif. 4,90. Ouais. C'est donné. C'est moins cher que Netflix. Oui. Emmanuel Paquet, c'est donné. Écoutez, prenez-en deux. Je suis pas très bon commercial, vous avez remarqué. Pour ce prix-là, c'est vraiment très très bon. Aussi bon que Reed Hastings, j'ai l'impression. Alors, Jean-Sébastien, on revient sur l'actu de cette semaine pour rebondir donc justement à Netflix. C'est Disney+. Disney+, qui a été lancé donc le 12 novembre dernier aux États-Unis et on peut dire que c'est quand même un carton assez monumental puisque Disney+, l'application aurait été téléchargée 30 millions de fois sur les stores de boutiques, enfin les boutiques d'applications d'Apple et de Google. C'est vraiment impressionnant et c'est même 2 fois plus que le second qui est TikTok, qui est pourtant une application qui est en plein boom. C'est très populaire. Voilà, mais ça fait 2 fois plus que le second. C'est le cabinet Sensor Tower, qui est un cabinet d'analyse qui estime ces téléchargements et qui estime aussi un chiffre d'affaires qui serait de 50 millions de dollars dès le premier mois d'exploitation du service de SVOD de Disney. Donc c'est vraiment impressionnant et ça représente 71% du chiffre d'affaires justement de Netflix sur le même mois. Donc pour un lancement, c'est vraiment impressionnant de la part de Disney. Et donc on vous rappelle effectivement que pour l'instant Disney Plus n'est pas disponible en France. Ils vont arriver le 31 mars prochain et ça sera distribué, comme on le disait, par Canal, distribution exclusive par Canal Plus en France. Sauf en OTT, hein, où là tout le monde pourra s'abonner sans passer par Canal Plus. J'imagine que tu lui as posé la question. Est-ce que Reed Hastings, le patron de Netflix, a peur de Disney+? Sa réponse attendue, hein, c'est pas du tout. En gros, on a déjà affaire à plein de concurrents. Pourtant, il y a quelques semaines de cela, il y a quelques mois, il avait un tout autre discours en disant exactement. Voilà, on va peut-être entrer dans une période un peu tempétueuse où on va peut-être affronter des vents contraires. Il l'avait écrit dans une lettre. Oui, alors je lui ai rappelé et il m'a dit mais j'ai jamais écrit ça. Je lui ai dit mais si vous l'avez écrit. Il m'a dit non. Il s'est tourné vers le directeur de la communication qui ne savait plus quoi dire. Voilà. Et donc après il a dit non mais on est habitué à ce genre de concurrence, on en a depuis longtemps. Donc pour lui son gros concurrent dont il parle souvent c'est YouTube. Sauf que YouTube raid sur la partie en fait où on s'abonne à des séries, c'est pas aujourd'hui quand même un succès. Hein, on connaît peu de séries YouTube. Facebook. Je pense que pour lui, son concurrent, c'est pas trop on va dire un abonnement payant, c'est plus le temps que les gens vont passer sur une plateforme concurrente. Exactement. En fait, donc ça peut être effectivement un jeu vidéo, ça peut être Fortnite par exemple. Bien sûr. Ça peut être la télévision linéaire qui constitue encore quand même aujourd'hui l'essentiel du temps d'attention des spectateurs le soir. Notamment pour le sport, puisqu'il n'y a pas de sport du tout sur Netflix en direct. Voilà, le sport et l'information. Parce que là, c'est 2 choses aujourd'hui que Netflix n'adresse pas. Donc, et qui ne veut pas adresser, parce que je lui ai reposé la question, il ne veut vraiment pas ni de sport ni d'information. Donc on voit que ils disent on verra, mais nous. Alors il avait eu une réponse un peu plus intéressante il y a plus longtemps dans la presse américaine, donc pas vis-à-vis de moi, mais et en l'occurrence il avait dit mais faites attention parce que dans les abonnements Disney Plus aux États-Unis, il y a une grande part d'abonnements liés à Verizon qui a lié à un contrat avec Disney Plus. Et la question est de savoir combien Verizon reverse à Disney+, et ça, on ne sait pas. Donc, il y a quand même une agressivité assez forte de Disney qui s'est placée dans les mains de Verizon aux États-Unis. Et on verra quand la période de fin de contrat chez les abonnés à Verizon va arriver à terme, est-ce qu'ils vont continuer à s'abonner à Disney+ ou pas? Et puis, il y a eu un autre... Alors, encore une fois, là, une petite alerte sur Disney+, qui est de dire le Mandalorian, qui était la grande
le grand succès quand même, la série à succès qui est sortie sur Disney+, c'est terminé là il y a quelques semaines avec le 8e épisode. Vous savez, avec le Baby Yoda là, dont on a déjà parlé dans l'émission. Jean-Sébastien adore le Baby Yoda. Oui, évidemment. Il en a un d'ailleurs chez lui. Non, justement, parce que Disney aurait pu faire des produits dérivés et on manquait beaucoup d'argent en ne faisant pas de produits dérivés de Baby Yoda. Il y a des estimations de plusieurs millions de dollars là-dessus. Donc, certaines études disent que à la fin de Mandalorian, des gens se seraient désabonnés parce qu'ils y allaient essentiellement pour cette nouvelle série de l'univers Star Wars et qu'après ça, c'est du fond de catalogue qui arrive en fait. Rien de nouveau. Mais c'est vrai, après, c'est le challenge de tous ces systèmes-là. Il faut tout le temps de la nouveauté. C'est pour ça que sur Netflix, quasi tous les jours, il y a de nouveaux contenus. Alors, pas forcément très bons, c'est ça le problème. Exactement. Parfois, on a des trucs qui sont vraiment. D'ailleurs, c'est un peu un manque aussi sur Apple TV+, parce que là, il y a les séries en cours qui sont Servant et Truth Be Told qui arrivent à terme. Et là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui arrive derrière. Et ça fait un peu vide, quoi. Ça fait un peu vide, Exactement. On parlait de TikTok. Oui. Justement, TikTok, il va lancer sa propre rubrique Discover. Oui, voilà, si vous utilisez Snapchat ou que vous avez un ado à la maison qui l'utilise, il y a une rubrique dans Snapchat qui s'appelle Discover, qui est dédiée vraiment aux médias, aux marques qui produisent des contenus originaux pour le réseau social. Et TikTok va certainement faire la même chose. Donc TikTok, c'est une application qui est à peu près concurrente de Snapchat, qui est très basée autour de la musique et des clips musicaux. Et donc TikTok voudrait faire cette rubrique pour avoir justement aussi ses contenus originaux, ses propres contenus qui permettraient de convaincre un petit peu les utilisateurs, soit d'abandonner Snapchat pour venir sur TikTok, mais aussi évidemment d'offrir un écrin publicitaire aux annonceurs pour avoir du contenu, on va dire safe, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de reproches faits à TikTok sur c'est beaucoup utilisé par les ados et il y a eu des commentaires parfois très déplacés sur les vidéos. Et donc, ils aimeraient avoir ce contenu très safe. Oui, qui est un peu vitrine. Voilà, vitrine, exactement. Qui serait taillé en fait pour les annonceurs, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Discover, que ce soit sur Snapchat ou quand ça va arriver sur TikTok, c'est pour en fait séduire des annonceurs avec du contenu premium, un peu en quelque sorte. C'est exactement. Ça, Alors, j'en ai parlé à TikTok, qui a, ça y est, des représentants en France depuis peu. Alors, eux nient complètement l'arrivée de cette rubrique, mais bon, c'est une info du Financial Times et eux sont assez sûrs d'eux, donc a priori ça devrait arriver d'ici au cours de l'année 2020. Très bien, on va parler de la lutte contre le piratage avec cette fusion, alors qui était programmée, mais qui est maintenant quasi effective, la fusion entre Adopi et le CSA. Alors oui, c'est les premiers pas vers vers la fusion. Donc la Adopi va fusionner avec le CSA. Là, ils commencent à se toucher un peu. Voilà, ils se disent bonjour, ils se parlent. En fait, ils ont signé une convention avec le CSA pour justement préfigurer la fusion entre des deux institutions au sein donc de l'Arcom, qui sera l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc l'Arcom, on vous rappelle, ça fait partie du projet de loi audiovisuel du ministre de la Culture, Franck Riester. Ce projet de loi va être certainement examiné cette année. Et donc elle gérera de manière globale, jusqu'à présent, les deux questions réparties entre ces deux institutions. Donc maintenant, à vos deux institutions de savoir quels seront leurs rôles au sein de cette future Arcom. Emmanuel, les enjeux là, de cette fusion ? Oui, alors c'est un peu le mistigris, l'Adopi, c'est depuis plusieurs années. Oui. On sait très bien que tout le monde essaie de se refiler la patate chaude. La patate chaude, parce que le problème. La patate chaude connectée. C'était l'une des stars du CES. Parce qu'on sait bien que ça a été vu comme un instrument de répression, notamment vis-à-vis des plus jeunes qui téléchargent illégalement. Je te regarde aussi, je ne sais pas si tu télécharges illégalement. Non, c'est pour il dit rien, c'est pour le travail. Et de défenseurs des ayants droit, parce que l'idée, c'était de défendre la création de valeurs culturelles, en tout cas. Et là, c'est vrai, on se demandait à un moment ou à un autre où ça allait tomber, puisqu'en plus, aujourd'hui, ça déborde simplement. Ça n'arrive pas à gérer tous les cas de téléchargement illégal. Aujourd'hui, c'était essentiellement le peer-to-peer. Ouais. Et puis, on sait très bien que le piratage a été vers du streaming, vers du téléchargement direct, même, on peut dire, l'échange de clés USB ou de disques durs entre particuliers. Donc, et puis, toutes ces formes de piratage-là ne sont pas couvertes par la loi. Il y a des manières, on va dire, techniques avec des VPN de contourner tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai que ça. Après, l'Adopi va travailler à essayer pour viser justement, au lieu de visiter les utilisateurs comme ils font avec le peer-to-peer, ils veulent viser justement les sites qui diffusent du streaming. Ils vont avoir normalement une mission de caractérisation de ces sites-là pour savoir comment lutter contre eux. Et puis, dernier point, qui est aussi très complexe, c'est celui du sport, du live sport, donc des matchs de foot, etc., qui sont transmis en direct gratuitement. Et là, il faut faire fermer le prestataire avant
la diffusion ou pendant la diffusion. Donc ça demande quand même des réactivités très fortes, des systèmes un peu différents d'une simple téléchargement d'un film. Donc on voit effectivement des missions qui sont en train de se partir un peu dans tous les sens et le CSA qui se greffe là-dessus, donc ça va être compliqué. J'imagine les gars de la Adopi en attendant les matchs de foot à 21h30 samedi. Quand on voit l'explosion des offres IPTV justement illégales, il y a je crois 13 millions d'utilisateurs de ces offres en Europe. Ouais, il y a même des boîtes maintenant qu'on peut acheter, installer chez soi. Ça c'est un vrai fléau. On trouve ça à tous les coins de rue. Pour 20 € par an, on a accès à et c'est beaucoup plus grave que, à mon avis, la Adopi et la fusion avec le CSA. Mais enfin bon, c'est un autre débat. On évoque maintenant les cookies. Oui. Vous savez, ces cookies, c'est ces petits mini-programmes qui s'installent en fait sur votre ordinateur et qui vous traquent en quelque sorte. C'est ça, c'est des mini-fichiers qui sont directement installés sur nos machines par les navigateurs et par les sites justement. Et, surtout les navigateurs, hein, bien sûr, tout à fait, surtout les navigateurs et a priori sur tous les sites aussi. C'est quelque chose qui avait été réglementé par le RGPD, donc qui avait été mis en application en mai 2018. Mais on se rend compte que presque 2 ans plus tard, c'est un petit peu compliqué pour la gestion de ces cookies, puisqu'il y a l'université Cornell, qui est une université américaine, qui a analysé 10 000 sites britanniques pour savoir justement comment étaient gérés ces cookies. Et bien, c'est assez catastrophique, parce que d'après eux, il y a seulement 10% des sites qui respectent scrupuleusement vraiment les principes du RGPD. Alors, il y a 3 principes moteurs de cette réglementation, qui en gros qu'aucune case ne doit être précochée, donc on ne doit pas proposer par défaut d'installer les cookies. Le rejet de l'installation de ces cookies doit être aussi simple que l'acceptation, c'est-à-dire que les 2 boutons accepter ou refuser doivent être au même endroit. Et effectivement, le consentement doit être explicite. On ne peut pas avoir un gros accepté et un petit refusé. Voilà, ça, c'est sauf pas que possible. C'est vraiment le cas actuellement. C'est-à-dire que quand on regarde les pop-up, en général, le bouton refuser est vraiment complètement dans un sous-menu. D'ailleurs, parfois, on ne peut même pas cliquer dessus. Il est dans un coin. Ouais, mais exactement. Non, mais c'est vraiment. Et d'ailleurs, ils ont analysé aussi les comportements de 40 internautes. Et ils ont vu que dès qu'on mettait le bouton tout refuser dans un sous-menu, on va dire, ça augmentait de 23 points le consentement. Donc forcément, c'est très facile pour le tracking publicitaire d'installer ça. Donc il y a eu cette première étude qui a été faite par l'université. Et aussi la CNIL a commencé à mettre aussi son grain de sel là-dedans, en se rendant compte et également, elle aussi, qu'il y avait des abus qui avaient été faits de ce côté-là. Et donc, ils veulent justement faire en sorte et conseiller ces sites-là pour que le respect de RGPD soit total et qu'on puisse complètement refuser ces cookies si on en a envie. Et il y a notamment un sondage de l'IFOP commandé par la CNIL qui montrait que 65% des Français ont déjà accepté les cookies alors qu'ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne savaient pas comment faire, tout simplement. Donc on voit qu'il y a un vrai souci là-dessus. Et je pense que 99% des Français ne savent même pas ce que c'est un cookie. Alors c'était très étonnant parce que justement dans ce sondage, il y avait 95% des Français qui savaient ce que c'était un cookie. Ah bon ? J'étais hyper étonné. Je suis assez dubitatif sur ça, mais manifestement les gens savent maintenant ce que c'est. Après, savoir à quoi ça sert, et j'espère qu'ils ne confondaient pas que le biscuit. Bah, c'est ça, j'osais pas le dire. Voilà. Mais bon, les cookies, aujourd'hui, on voit que c'est le modèle économique de la plupart du web aujourd'hui, non ? Les enlever pose un problème. Ça fait longtemps effectivement que c'est la base du modèle publicitaire. Maintenant, c'est vrai que comme les gens sont sur des smartphones et se baladent d'une application à une autre, les cookies ne vous suivent plus d'une application à une autre. Donc, il y a un autre système de marquage, mais qui ne fonctionne que on en parlera tout à l'heure, Google, qui peut via Android savoir par quelle application vous passez, ou Apple, qui peut aussi savoir. Donc, en fait, ça, d'une certaine façon, passer sur le mode du smartphone avec 2 gros OS fait qu'aujourd'hui, c'est ces 2 propriétaires d'OS qui peuvent vous traquer plus facilement et moins les sites d'une certaine façon. Donc, et on voit ce basculement qui fait que les cookies restent importants, mais un peu moins qu'auparavant. Et c'est vrai que, j'allais dire, le RGPD, c'est une matière molle, un peu comme les cookies, quoi. En tout cas, ça dépend comment vous aimez les manger. Mais il se trouve que de temps en temps, les gens essayent, enfin les sociétés de publicitaires et de marketing essayent de faire en sorte de contourner le RGPD pour faire en sorte que vous soyez obligé d'accepter. Puis je veux dire, on l'a tous fait. Hein. On a tous accepté sans même lire les conditions parce qu'on avait envie de lire le papier. Évidemment. Surtout les papiers sur 01net.com, par exemple, ou de l'Express. Sur l'Express, qui sont excellents. Donc effectivement... je sais pas combien de fois on clique sur OK chaque jour, mais voilà, donc c'est aussi la contre
les limites du RGPD. Puis en général, quand on clique sur OK, quand on revient sur le site, c'est pas redemandé, mais quand on clique sur refuser, quand on revient sur le site le lendemain, c'est redemandé à nouveau. Donc finalement, on finit par cliquer sur OK pour accepter ça. Mais le pistage des internautes sur le web, c'est quand même impressionnant. Moi, une fois, j'étais sur mon PC, je clique sur un hôtel et je me retrouve quelques heures après dans mon flux Instagram avec cet hôtel-là. Et alors que je suis passé donc de mon PC sur mon mobile. Et tout ça, en quelques minutes, on se dit, waouh, et là, on se rend compte quand même de la puissance du traquage, en fait, publicitaire. D'ailleurs, tiens, puisqu'on est dans ce domaine-là, Google veut supprimer les cookies ? Oui, alors justement, Google, eux, se disent, les cookies, on n'a peut-être pas forcément la main sur tous les cookies, donc qu'est-ce qu'on va faire dans Chrome ? C'est supprimer au fur et à mesure les cookies publicitaires, et en tout cas les cookies publicitaires tiers. C'est-à-dire que Google pourra utiliser d'autres méthodes de tracking, parce qu'on en connaît plein, c'est-à-dire il y a aussi une méthode qui s'appelle le fingerprinting, qui permet en gros, établir une carte d'identité de l'appareil sur lequel est consulté le site. Ça peut être via quel est le navigateur, quel est le système installé, quels sont les logiciels qui sont installés. Voilà, les sites peuvent avoir accès à tout ça. Donc c'est une manière pour eux de reprendre la main là-dessus et justement de reprendre, enfin d'opérer au détriment un peu des autres annonceurs et d'autres régies que. Donc a priori, d'ici 2 ans, les cookies tels qu'on les connaît actuellement ne seront plus au sein de Google Chrome. Bon, là aussi, on sent que les enjeux sont tellement énormes que justement Google essaie de s'autoriser une part du cookie un peu plus grande, quoi. C'est du gâteau, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Oui, mais au détriment d'autres, puisque juste après l'annonce, le cours de bourse de Criteo, donc la valeur française retargeting, où c'est du reciblage publicitaire, en fait, a chuté en bourse en se disant mais quel va être demain le modèle économique de Criteo si Chrome, qui est quand même le navigateur numéro 1 maintenant du marché, arrête de supporter les cookies. Alors il faut savoir que Safari ne supporte déjà plus les cookies depuis un certain temps, le navigateur d'Apple, et que Firefox aussi. Donc Chrome, qui était le majoritaire, était un des derniers à le supporter. Je ne parle pas d'Internet Explorer parce que je pense que, ou Edge, je ne sais plus comment on l'appelle, plus grand monde l'utilise, mais voilà. Donc c'était un sujet, c'est devenu un sujet. Donc Google était un peu cornérisé d'une certaine manière par Firefox et Apple de l'autre. Et puis en même temps, d'une certaine façon, effectivement, ça l'arrange parce que ça tue un potentiel concurrent Criteo qui était quand même jusqu'ici en développement, même s'ils ont eu par le passé déjà quelques difficultés. Très bien, on va parler de Waze maintenant. On reste toujours dans la galaxie Google, avec Waze, qui est rappelons-le, une start-up israélienne dont Nicolas Lelouch nous avait expliqué les dessous il y a quelques semaines de cela. Et c'est à retrouver d'ailleurs dans De quoi je me mail. Si vous recherchez ça sur YouTube, vous retrouverez, c'est passionnant. Waze qui évolue et intègre de nouveaux services. Oui, c'est une info qui va être très pratique pour ceux qui utilisent Waze au quotidien. C'est-à-dire que l'application GPS va intégrer les tarifs de 54 des péages de 54 autoroutes en France. C'est en fait les éditeurs bénévoles de Waze. Vous savez, il y a une grosse communauté autour de Waze qui justement signale à chaque fois les changements de circulation, etc. C'est eux qui sont attelés à cette tâche. Donc on pourra maintenant prévoir à l'avance son budget pour un trajet et aussi comparer justement quels sont les trajets, quels sont le budget différent, les tarifs en fonction des trajets différents avant de prendre sa voiture. Donc c'est plutôt une nouvelle assez sympa pour ceux qui l'utilisaient au quotidien. Et on sait que Waze est très très apprécié en France. Donc maintenant, vous avez droit à ces tarifs de 54 autoroutes dans toute la France. Très bien. Quelque chose à dire sur Waze, utilisateur aussi? Non, je n'ai pas de voiture. Donc... Ah bah oui, c'est sûr que quand on n'a pas de voiture, c'est pas facile d'utiliser Waze. Alors moi, j'ai un véhicule, je l'utilise. Et alors, au-delà du fait que ça a complètement bouleversé le quotidien des automobilistes, parce que, alors même si ça résout pas, ça fait pas des miracles, Waze. Quand il y a des embouteillages, il y a des embouteillages. Mais parfois, ça vous permet de trouver des itinéraires bis qui vont vous faire gagner énormément de temps. Mais il y a un truc assez amusant, c'est que la dernière fois, j'ai pris ce grand tunnel sous la Défense, et là je me suis rendu compte que même sous les tunnels, Waze fonctionnait. Et Nicolas nous l'avait expliqué d'ailleurs dans De quoi je me mail. En fait, Waze est en train de faire des expérimentations en installant des beacons en fait dans les tunnels pour qu'on ne perde pas le signal GPS et pour que le Bluetooth en fait prenne le relais lorsque vous êtes dans une zone où il n'y a pas de GPS. Ce qui fait que malgré tout, vous êtes toujours guidé. Ce qui est très intéressant lorsque vous êtes dans des longs tunnels où vous avez plusieurs embranchements.
parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de suivre Waze et qu'on se retrouve dans un tunnel et que là d'un coup il n'y a plus rien et que vous savez pas où aller, c'est vraiment embêtant. Et donc là, voilà, avec ces beacons, maintenant on arrive vraiment à savoir où on doit aller et c'est une vraie petite révolution. Alors ils testent ça sur ce grand tunnel, peut-être après pour le généraliser, et en plus ils parlent d'un système ouvert, c'est-à-dire que d'autres systèmes concurrents pourraient aussi bénéficier de cette infrastructure technique. Sauf que c'est plus compliqué que ça, visiblement. C'est pas si ouvert que ça, me disait Nicolas Lelouch. Mais je vous invite vraiment à retrouver cette intervention dans De quoi je m'aime. C'était hyper intéressant. Emmanuel, bonne chance au Nouvel Express, sincèrement. Merci beaucoup. Avec cette interview de Reed Hastings, a découvert qu'Emmanuel a réalisé le Nouvel Express donc dans les kiosques et aussi sur le web. Et puis Jean-Sébastien, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine Avec pour plaisir. le club de la presse Haïti. Et bien voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, le vendredi, à la fois sur 01 TV sur les box, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube 01 TV, sur 01nettv.com et le dimanche matin à la radio. Merci de nous suivre en tout cas et à très bientôt. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.